Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité internationale avec nous, mesdames et messieurs. Bonjour. Nous sommes bien sûr dans 26 minutes en Afrique et dans le monde. Deux sujets nous intéressent aujourd'hui. La Guinée-Bissau où la crise institutionnelle s'intensifie alors que l'opposition conteste la légitimité du président Umaro Sissoco Embalo depuis février dernier. Et bien sûr, ce dernier maintient son pouvoir et reporte les élections au 30 novembre. Mieux, il a menacé d'expulser la mission de bons offices de la CEDEAO et tourné en dérision l'organisation sous-régionale. Par ailleurs, la République démocratique du Congo et le Rwanda avec un rapprochement inattendu entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame après des années de tensions et d'accusations mutuelles. Les deux dirigeants ont décidé de se rencontrer. Un tournant vers la paix ou un simple calcul stratégique. Nous en discutons aujourd'hui avec nos invités déjà installés. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ce dimanche, sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde, Morgan Asogba, consultant géopolitique. Bonjour à vous. Bonjour. En face de vous, Joël Ataï Gedegbe, qu'on ne présente plus. Bonjour à vous. C'est il faut me présenter. Joël Ataï Gedegbe. Enfin, bonjour aux téléspectateurs, bonjour Maël, bonjour Morgan. Alors, je me tourne vers vous, Morgan Asogba. L'opposition affirme que le mandat d'Embalo a pris fin en février dernier. Pourtant, il demeure en poste attendant les élections de 30 novembre. La situation peut-elle être assimilée à un vide juridique? Tout dépend de l'angle d'observation. Il faut déjà dire que l'affirmation de l'opposition, l'opposition n'a même pas besoin d'affirmer puisque c'est un fait de façon assez pragmatique. Mais l'élément qui rend ce fait plus ou moins discutable, c'est bel et bien la décision de la Cour suprême, qui est une institution de l'État et qui a pris la décision de permettre au président de poursuivre l'exercice de ses fonctions jusqu'aux prochaines élections en novembre. Est-ce que la Cour suprême est compétente en la matière? C'est tout un autre débat. Il faudra consulter les tests de la Guinée-Bissau. Et est-ce que cette compétence s'inscrit dans le cadre d'un vide juridique ou s'inscrit dans le cadre des tests qui prévoient clairement que lorsqu'une situation de cette envergure se présente, donc la Cour suprême est compétente d'orienter le peuple guinéen dans la droite ligne à suivre. Et dans le cas d'espèce, il y a peu d'informations pour permettre d'apprécier à sa juste valeur ce dont il est question. Il faut quand même dire que la situation est complexe et ce n'est même pas le fait que le président soit toujours en train d'exercer son mandat, c'est tout un ensemble de facteurs, c'est-à-dire dans quelles conditions même il a eu à prêter serment pour lorsqu'il a gagné les élections, comment est-ce que ça s'est passé avec les institutions pour que son mandat soit entériné. On se souvient un peu de tout ce qui s'est passé avec l'implication de la CEDEAO. Et aujourd'hui, quelle est la part d'implication des acteurs politiques de la Guinée-Bissau dans le processus même des élections? Est-ce que ce sont des acteurs politiques qui se sentent suffisamment à leur place? Est-ce qu'il y a un processus d'inclusion et de préparation des conditions appropriées pour qu'on puisse avoir des élections comme on le souhaite toujours dans un État démocratique? Il y a toutes ces questions qui sont pendantes et qui méritent réflexion, étant donné que on se souvient du fait que l'opposition avait remporté la majorité des sièges au Parlement et que ce Parlement a été dissous suite à un ensemble de circonstances. Donc, tous ces paramètres méritent effectivement réflexion et on en est là pour le moment. Merci à vous. Alors, Joël Ataï Gedegbe, est-ce que Embalo est toujours légitime en tant que président ou est-il en situation d'illégalité actuellement? Lui qui a failli expulser la CEDEAO de la Guinée-Bissau alors qu'il doit pratiquement son pouvoir, sa légitimité à la CEDEAO.
Et Morgan l'a rapidement rappelé, son installation ne fut pas de tout repos, encore moins son mandat qui a été émaillé de tentatives de coup d'État, et lui-même de dissolution de l'Assemblée, et finalement de suspension de la dernière Assemblée qui ne lui était pas favorable. Donc ça fait plus d'1 an qu'il a posé un acte hautement illégitime en mettant de côté une institution représentative du peuple dans sa diversité, parce que la tête de cette assemblée ne lui plaît pas. Et donc ça dit tout du personnage et de sa compréhension de son pouvoir, de la démocratie, des règles qui devraient convenir, et même jusqu'à sa parole, parce qu'il y a quelques mois encore, il a pensé émouvoir en laissant entendre qu'il ne se présenterait pas, qu'il ne se représenterait pas sur les conseils de sa femme, mais à condition que le leader Domingo Pereira de l'opposition ne se présenta pas non plus. Mais de quoi, enfin, qui veut faire avaler ça? Bon, donc on en est là. La tension est à son comble, malheureusement, pour un petit pays plutôt pauvre de l'Afrique de l'Ouest et un pays membre de la CEDEAO qui se faisait fort de s'adosser, de revendiquer, d'exiger voilà, une CEDEAO forte par rapport aux États. On voit très bien que dans les faits, et la CEDEAO a du mal à lui signifier son fait. Une première mission avait déjà été envoyée depuis décembre, qui n'a pas pu arriver à grand-chose. Et puis la dernière en février dernier, février début mars, qu'il a menacé de mettre carrément à la porte parce que ils ont rencontré l'opposition. Comment veut-il qu'une mission de bons offices ne rencontre pas toutes les parties prenantes? Bon, l'un dans l'autre, la concession qu'il a semblé faire, c'est de réduire d'une semaine, enfin, d'abréger d'une semaine le surplus de mandat qui s'est accordé comme ça. Donc les élections devraient advenir désormais une semaine avant le 30 novembre qu'il avait unilatéralement fixé dans un premier temps. Donc avec l'aide de quelques partis qui lui ont fait allégeance, bon, on en est là à nous diriger vers cela. Ce que la CEDEAO essayait de promouvoir, c'était une forme de transition avec la réinstallation de l'Assemblée nationale pendant ce laps de temps où il y a un flottement, un semblant une forme de vide juridique, mais il ne l'entend pas de cette oreille, il veut être seul aux commandes. Attendons de voir jusqu'où ça ira, d'autant plus qu'il se moque de plus en plus ouvertement de la CEDEAO dont il dit connaître par cœur le fonctionnement et les faiblesses. Voilà où on en est de la CEDEAO. Et voilà le regard que porte sur la CEDEAO l'éminent président, un éminent membre de la conférence des chefs d'État. Justement, et Morgan Assogba, pourtant, Ambalo a soutenu l'intervention de la CEDEAO ailleurs. Pourquoi se montre-t-il hostile envers elle aujourd'hui dans son propre pays? La réponse directe, ce sont les intérêts. Aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus dans le sens des intérêts du président Ambalo. Il estime que les aspirations de la CEDEAO ne correspondent plus à ses aspirations d'aujourd'hui. Et on a vu son déplacement géopolitique et géostratégique avant la prise officielle de cette décision. On a vu les États qu'il a visités. On a vu sa rencontre avec Poutine, même si on ne sait pas exactement quels sont les différents accords qu'il y a eu. On constate quand même que c'est après cette rencontre qu'il est revenu avec beaucoup d'énergie et n'a pas manqué de montrer son désaccord avec la façon de procéder de la CEDEAO, une CEDEAO que lui-même a dirigée et même s'est montré très dynamique dans la nécessité de sanctionner au besoin et de préparer même une force très efficace pour maintenir l'ordre
démocratique dans ces pays-là qui semblaient, selon la CEDEAO et plusieurs acteurs de la scène internationale à l'époque, s'éloigner de la démocratie. Vous savez, tout ceci, d'une façon ou d'une autre, remet en cause réellement, pour ne pas dire remet sur la table de discussion ou d'échange, les notions de démocratie et leur concordance avec la volonté du peuple. Vous savez, et aujourd'hui, le président Embalo se retrouve dans une posture où il est en train de choisir pour le peuple et non forcément dans une politique où il met en exergue qu'il est la volonté ou l'expression du peuple. Et ça, c'est un problème qui est d'abord bissau-guinéen. Il faut dire que les acteurs politiques de la Guinée-Bissau et le peuple de la Guinée-Bissau, à cet instant-ci, est le seul qui a la solution qui pourrait mettre fin, si c'est ce que le peuple souhaite, parce qu'il faut préciser que la volonté du peuple reste maîtresse si elle s'exprime de façon, je vais dire, impératrice. Vous savez, si on constate une implication assez dosée, assez manifeste du peuple. Maintenant, est-ce que le peuple bissau-guinéen aujourd'hui est impliqué dans la gestion de la chose publique? Est-ce que le peuple estime même une once de nécessité de s'impliquer? On a constaté malheureusement que jusqu'à présent, même les acteurs politiques de l'opposition ont du mal à obtenir cette crédibilité de mobilisation même du peuple. On ne voit sur la scène internationale et dans les médias aucune réaction pertinente de ce peuple bissau-guinéen, à moins que je suis en marge de ce qui se fait sur les médias. Donc je pense qu'on a là un problème fondamental, celui de l'implication des acteurs politiques et de leur capacité à impliquer le peuple dans les décisions par rapport à la destinée de la Guinée-Bissau. Et on a ce paramètre des acteurs de la scène internationale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément acteurs politiques en Guinée, que ce soit au niveau sous-régional ou au niveau de la communauté internationale au-delà de la sous-région. On a ces acteurs-là qui, jusqu'à présent, ne se préoccupent pas de façon visible de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Et est-ce qu'on doit attendre jusqu'à ce que ce qu'on pourrait considérer comme l'irréparable arrive, si tant est que même pendant que le président était dans l'exercice de son mandat régulier, on a eu à voir ou à entendre même des tentatives de coup d'État qui l'ont conduit à prendre certaines décisions. Donc je pense qu'il y a une nécessité d'implication de tout le monde par rapport à cette question, mais surtout de la révision de l'attitude des leaders de la sous-région. Pourquoi? Parce que on en veut très tôt à la CEDEAO, qu'on critique par rapport à sa capacité à pouvoir demander et exiger des chefs d'État un certain comportement, mais il faut rappeler quel est le mandat de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO est outillée sur le plan de ses tests et de sa capacité d'action? L'impression que la CEDEAO perd de plus en plus de crédibilité non, sur la scène. C'est une impression qui est erronée. Pourquoi est-ce que je le dis? Déjà, l'appréciation de la crédibilité de la CEDEAO se fait sur la base des attentes qui ne figurent pas forcément dans les capacités de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas imposer à un État la façon dont cet État doit être géré. Aujourd'hui, elle n'a pas les outils. La CEDEAO ne peut agir, c'est comme toute organisation internationale, ne peut agir que dans la mesure que lui accorde l'État qui décide de faire partie de cette organisation. La seule institution qui jusque-là a ce pouvoir extraordinaire d'imposer parfois, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui aujourd'hui même est en perte de crédibilité. Donc il y a une crise de l'organisation internationale qui se pose et une nécessité de redéfinition du multilatéralisme en lui-même. Et ça appartient à ce qu'on appelle la théorie de construction et de déconstruction. Nous sommes en pleine déconstruction pour une construction qu'on ne sait pas encore.
Merci à vous. Alors, Joël Ataï-Guédégbé, quels sont les scénarios possibles? Premier scénario Que souhaitable. peut-il se passer, par exemple, c'est le retour au bon sens. d'ici novembre? Oui, d'ici à novembre, donc d'ici 6 mois à peu près, c'est que les différents acteurs de la classe politique aient un sursaut patriotique. Pour la plupart, ils sont tous issus de l'ancien parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PAIGC, d'Amilcar Cabral. Voilà l'héritage, voilà ce qu'ils ont fait de l'héritage en Guinée-Bissau, pas au Cap-Vert. Et donc ça montre quand même que ça montre la voie qu'il est possible de retrouver s'ils ont un minimum de sentiments patriotiques, de soucis de leur histoire, d'où ils viennent et pourquoi ils se sont battus pour l'indépendance jusqu'en 75. Et ils ont eu à pratiquer la lutte armée. Et si c'est pour nous donner ce spectacle, c'est quand même pas la peine. Parfois, ça peut amener les peuples à regretter l'indépendance. Alors, la CEDEAO a fait ce qu'elle a pu. Elle était au chevet de la Guinée-Bissau depuis nombre d'années à travers les crises qui sont présentées. La Guinée-Bissau a été intégrée à l'UEMOA, et donc c'est le seul pays de lusophone, donc de non-expression française qui y soit, et donc qui a fait beaucoup d'efforts pour se mettre au niveau de discipline économique des autres pays, puisque les économies doivent converger. Et cette crise va jouer sur l'économie malgré l'importance du commerce du cajou. Et ça ne suffit pas. Encore faudrait-il la bonne gouvernance, qu'on envoie de bons signaux aux investisseurs et qu'on rassure les uns les autres que l'investissement est productif, celui qui permet de donner des emplois, sera sécurisé. Et donc, premier scénario, si les gens sont raisonnables, ils peuvent de proche en proche aller vers la paix des braves. Deuxième scénario, comme ils sont habitués au coup d'État, un autre coup d'État, parce que ce que M. Embalo Sissoko est en train de faire n'est rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel. J'y suis, j'y reste. C'est pas parce qu'il est assis parmi les chefs d'État de la CEDEAO qu'il serait exempté de critiques à ce point. Alors, est-ce que la CEDEAO va encore tenter d'appliquer des sanctions à un État voyou, à un État défaillant, selon les règles en vigueur, selon le protocole? Je pense que non. La CEDEAO se fait taper sur les doigts de partout. Elle ne l'osera pas. Mais ironie de l'histoire, en réalité, les sanctions économiques de la CEDEAO n'étaient autres que les sanctions de l'UEMOA. Et le Mali les a subies pendant plus d'1 an. Et quand la Cour de justice de l'UEMOA a déclaré que ces sanctions étaient illégales, c'est encore le général Embalo Sissoko Oumarou qui s'est allé à dire qu'on devrait maintenir ces sanctions à l'endroit du Mali. Vous voyez, c'est un pyromane d'un genre particulier. Est-ce qu'on peut maintenant lui appliquer ce qu'il préconisait pour les autres, et ne serait-ce qu'au niveau de l'UEMOA? Bon, je n'ose le souhaiter. Mais donc, au niveau de l'UEMOA, peut-être que les chefs d'État pourraient se retrouver avec lui et lui faire entendre raison. Et sinon, je crains que ça périclite, parce que en réalité, il y a le trafic de la cocaïne qui est en toile de fond. C'est le contrôle de ce commerce aussi qui explique ces rivalités exacerbées, ces coups d'État violents. Et c'est la connexion avec la filière colombienne entre la marine de la Guinée-Bissau et les trafiquants de drogue pour passer dans le Sahel. C'est tout ça qui explique malheureusement cette instabilité. Gageons que la Guinée-Bissau retrouve une perspective plus heureuse. Nous n'allons pas finir sans faire une ouverture sur la rencontre. Tshisekedi-Kagame, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont récemment rencontrés. Un geste qui semble aller à l'encontre des déclarations hostiles de ces dernières années. Alors, Morgan Assogba, après des années d'accusations, qu'est-ce qui a poussé les deux présidents aujourd'hui à se rencontrer?
Bon, il faut dire que cette rencontre est une stratégie aussi bien pour le président Kagame que pour le président Tshisekedi. Du côté du président Kagame, il faut quand même rappeler qu'il y a eu beaucoup de sanctions qui ont commencé par tomber, pleuvoir, lorsque il y a eu des voix qui se sont levées aussi bien dans les parlements des pays de l'Union européenne ou bien même les pays du monde occidental se sont levés, même en Afrique, pour dire qu'il est inconcevable de voir que ces pays-là et que certains pays continuent de soutenir ou d'avoir des interactions d'ordre économique avec le Rwanda, alors qu'il est établi, selon plusieurs rapports des Nations Unies, que ce pays est impliqué dans la déstabilisation de la RDC. Donc il fallait trouver une solution. On a vu des décisions de sanctions de l'Union européenne, on a vu des sanctions de certains pays individuellement, et même des déclarations venant des États-Unis par rapport à la question. Mieux, on a vu un rapprochement entre les États-Unis et la RDC qui ne s'est pas empêché de déclarer que la RDC est en train d'explorer les possibilités d'un partenariat d'accord avec les États-Unis pour que les États-Unis contre les minerais puissent venir intervenir pour rétablir la sécurité. Donc tous ces facteurs ont quand même conduit chacune des parties à revoir sa position, parce que si c'était une des décisions qui ont été prises sur la base de ce qu'ils ressentent réellement, de la dynamique dans laquelle chacun s'est inscrit, on ne serait pas là. Et il faut compter aussi pour que certainement le pays concerné qui les a reçus, si je ne me trompe pas, le Qatar, a certainement joué de sa capacité économique et de son aptitude à pouvoir amener les deux acteurs à comprendre. Parce qu'il faut rappeler que le Qatar est un partenaire au niveau du Rwanda et le Qatar continue aussi d'être un partenaire au niveau de la RDC. Et souligner que ça s'est fait à la grande surprise de tout le monde. Donc je pense que c'est une décision qui, malgré le fait que ce n'est qu'une rencontre et qu'on ne sait pas encore si ce qui en est sorti est quelque chose de durable, quelque chose qui peut être soutenu, je pense que c'est juste une rencontre stratégique pour calmer la dynamique, mais qui ne vient pas résoudre la problématique, parce que ce n'est pas au Qatar que ça va se résoudre. Ça doit se résoudre sur le terrain. Le M23 est toujours dans une position de conquête du pouvoir, et le Rwanda a toujours ses intérêts, sans oublier que la RDC a une intégrité territoriale à défendre. Alors, Joël Taï-Guédégbé, vous avez écouté Morgane, une manœuvre dictée par des intérêts stratégiques immédiats. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, immédiat. Le Qatar a à peu près les qualités d'un bon médiateur, d'être accepté ou acceptable par les deux parties. Ce qu'on avait du mal à trouver en Afrique, c'est un peu mon regret de voir que... Parce que la dernière fois qu'on s'est vu ici par rapport à l'Union africaine, on a souhaité que la Commission de l'Union africaine puisse peser sur ce processus-là. Mais il faut dire que malheureusement, le processus de Luanda paraissait probablement trop favorable au gouvernement congolais de la RDC, tandis que celui de Nairobi semblait plus complaisant vis-à-vis des mouvements rebelles et du Rwanda. Bon, donc entre les deux, pendant qu'on s'attendait mardi dernier au démarrage des discussions directes entre le M23 et le gouvernement congolais, ce que Tshisekedi avait toujours refusé. Et on a eu deux coups de théâtre, c'est-à-dire que le refus du M23 de se rendre à Luanda, et parallèlement, la rencontre extraordinaire, spectaculaire de Doha. Donc tant mieux, si même c'est pas encore le calumet de la paix, et bien qu'ils aient déclaré leur volonté d'aller à un cessez-le-feu immédiat et sans condition, les combats continuent sur le terrain. Et vivement que la boucherie et les viols sans nom, le pillage de la RDC, vivement que ça commence à s'estomper. Mais la morale de cette histoire, c'est que on est au niveau des deux pays, on est devant des alliances réversibles. Et celui qui a pris la tête de la rébellion aujourd'hui n'était pas moins le président de la commission électorale, l'allié de Tshisekedi, et qui se vante aujourd'hui
d'avoir traficoté les résultats, d'avoir inversé les résultats pour installer illégitimement M. Tshisekedi à la tête du pays. Et où est le vrai, où est le faux? L'Église catholique, les protestants, se sont quand même s'activent à l'intérieur. C'est pratiquement la seule force capable encore d'aller vers les uns et les autres pour sauver ce qui peut l'être. Et ça ne va pas de soi. Malheureusement, la RDC est ce gisement, ce scandale géologique qui attise les convoitises de presque tout le monde au niveau international, avec la complicité morbide des Congolais eux-mêmes qui participent à l'exploitation éhontée de leurs richesses vers l'Europe, vers tout le monde. La Chine, chacun vient se servir. Donc il est temps que ce pillage, ce dépeçage de la RDC s'arrête, mais ça dépendra également du leadership à l'intérieur de la RDC, de la volonté de bâtir enfin une nation. Sinon, on n'en a pas fini avec ces conflits à répétition. Alors, merci à vous, Morgane. Rapidement, pour finir, alors, un mot pour conclure, une paire qui s'annonce où la RDC finira par s'enliser dans ce spirale de guerre stratégique. On souhaite la paix et on pense qu'il faut travailler pour la paix. Il ne s'agit pas que de la RDC, il s'agit de l'Afrique tout entière. Et c'est ce que nous plaignons. Je pense que M. Attaï l'a dit, je le répète, c'est une question qui aurait dû être rapidement traitée par les pays africains et par les institutions africaines. Mais on se rend compte que la solution est en train de venir d'ailleurs. Maintenant, on souhaite que cette solution qui vient d'ailleurs soit renforcée par l'implication des acteurs interne. Et ça confirme encore l'implication du Rwanda, et ce serait bien que les autres pays limitrophes et les institutions, que ce soit celles de l'Union africaine ou même sous-régionales, qu'elles s'impliquent pour qu'on puisse avoir une paix durable. Parce que sans leur implication et sans des engagements fermes de tous les acteurs ou toutes les parties prenantes, y compris le M23, je pense qu'il n'y aura pas de solution durable. Oh. Vous l'avez dit, pas de solution durable. Pas de solution durable si toutes les parties prenantes ne sont pas impliquées. Voilà. Merci à vous pour cette précision. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Nous avons parcouru 2 sujets en Guinée-Bissau. Le président qui est contesté et qui défie la CEDEAO, et en RDC, une rencontre inattendue entre les 2 dirigeants, Tshisekedi et Paul Kagame. Paix durable ou tension à venir? Ce qui est sûr, l'avenir nous le dira. Merci à nos invités. Morgane Assogba, je rappelle que vous êtes consultant géopolitique. Merci pour votre présence. Joël Attaï-Guédégbé, expert en gouvernance. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve juste après pour le débrief et également à dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde, toujours en direct du studio François-Xavier Noumon.